Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc, également avec Erwan et avec Raon, et nous allons parler d'un sujet un petit peu délicat, le Doritos Gate, la version française, on va quand même parler de nous, et donc bienvenue dans Extra Life, ça va chauffer. Alors le Doritos Gate, on va replacer un petit peu le contexte en fait du débat, de la discussion qu'on va avoir autour de ce sujet. Donc on va dire que c'est une sorte de clash qui est intervenu en Angleterre au niveau de la presse spécialisée anglaise. Et donc c'est parti d'un article sur le site Eurogamer, un article qui était un petit peu à charge et qui mettait en cause en fait la relation entre les journalistes de la presse spécialisée et les éditeurs eux-mêmes. Et donc deux exemples étaient cités en particulier. Donc c'est un animateur qui présentait un sujet sur Halo, il était sur un siège et juste à côté, il y avait une sorte de gigantesque PLV du Master Chief et de l'autre, sur un siège, il y avait un paquet de Doritos, donc d'où le Doritos Gate. Et ensuite, le vrai cœur de l'article, c'était plus sur une sorte de remise de prix qui avait eu lieu au sein de la presse anglaise. Et donc, durant cette soirée spéciale où les éditeurs étaient présents, ainsi que les journalistes spécialisés, une sorte de concours certains d'entre eux, une sorte de concours a été mis en place et le concours permettait de gagner des PlayStation 3 et pour cela, il fallait faire la promotion d'un jeu, en tout cas continuer cette pub sur Twitter. Donc, il fallait tweeter avec un hashtag spécifique. Quoi. Voilà, exactement. Et donc, un mot dièse, pardon. Non, fais gaffe. Ouais, et beaucoup de journalistes ont participé, donc malheureusement, à ce concours pour gagner personnellement une PlayStation 3. Donc, se faisant évidemment simplement les publicitaires de l'éditeur. Et dans l'article, un nom était cité, même plusieurs noms, mais pas tous les journalistes. Ça, c'était une erreur, je pense, de la part du journaliste Eurogamer, de ne citer qu'une partie des personnes et pas tout le monde. Et donc, il aurait dû citer pas mal de monde s'il avait cité tout le monde, malheureusement. Ouais. Et donc, du coup, ça a été un clash énorme. Donc, le journaliste s'est fait virer. Ah non. Le journaliste est parti de lui-même. Le journaliste a démissionné. Enfin, d'une part, c'était un chroniqueur, donc c'était un chroniqueur extérieur, Robert Florence, qui est comédien par ailleurs et qui chroniquait dans Eurogamer depuis juillet et qui avait déjà qui avait prévenu de toute façon qu'il rentrerait dans le tas. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que une des personnes citées qui n'avait pas participé au concours, c'est Lauren Wainwright, qui en fait avait défendu sur Twitter les journalistes qui avaient participé au concours en disant bah oui, mais de toute façon, on savait que c'était de la pub, donc c'est quoi le problème ? Et en fait, Robert Florence a cité cette Lauren Wainwright tout simplement parce que dans sa bio, elle expliquait travailler pour différents titres, dont le Sun, dont CVG, je crois, c'est ça, c'est un site Computer and Video Games, et par ailleurs d'être aussi consultante pour Square Enix. Okay. Donc une nana qui défend un peu les journalistes qui participent à des concours, qui est et journaliste et consultante. Voilà, c'était un peu... et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lauren Wainwright a demandé à la direction d'Eurogamer UK de supprimer le passage. Sous peine de poursuite. Elle les a menacés juridiquement. Ouais. Elle les a menacés juridiquement et ils sont assez touchy en Angleterre sur ce droit, le droit à pas à la vie privée, mais l'atteinte comme ça à la dignité des personnes, c'est assez touchy. Et donc le rédacteur en chef d'Eurogamer, après énormément de réflexion, il en a parlé ensuite sur un billet de blog, a décidé de supprimer le passage en expliquant bien s'il a pas juste fait delete et puis on fait comme si rien ne s'était passé, ce qui aurait été pire bien sûr. Il a dit voilà, on a supprimé ce passage-là et ensuite pour les heures qui ont suivi, Robert Florence a dit voilà, je n'en veux pas à la direction d'Eurogamer parce qu'ils ont été face à une décision juridique, tout ça, mais le fait est que je ne peux pas continuer à écrire dans ces conditions-là, donc je pars, je m'en vais et ciao. Voilà. Okay. Et donc du coup, toute cette affaire qui a été initiée en Angleterre a traversé la Manche pour arriver en France. Et donc, évidemment, il y a eu pas mal de sujets qui ont été abordés dans la presse. Il y a également une émission qui a été faite avec Arrêt sur Image. Et donc, de nombreuses personnes, des journalistes, en fait, sont intervenus sur le sujet pour défendre ou non leur position. Et donc, ça a créé tout un débat. Donc on va s'en faire l'écho ici et on va en parler un petit peu. Et pour en parler, je vais te laisser ma place, Erwan. Donc puisque là je m'inscris vraiment parmi les gens qui ont des choses à dire sur le sujet, qui vont défendre un petit peu leur position et expliquer certaines choses. Donc c'est moi. Erwan a déjà dit les siennes sur tout ça. C'est pas comme s'il avait rien à dire sur le sujet. Exactement. T'as fait plein d'articles déjà sur le sujet sur écran.fr. Et donc voilà, on switch. Allez, switchons. C'est magique.
C'est magique, hein. C'est un grand moment de télé. C'est Voilà. Donc là, du Ça va coup, être très je bizarre suis pour moi. présentateur, c'est moi qui distribue la parole. Faut bien être clair. Faut bien être clair, hein, les gars. Un peu de discipline parce que. T'as pas un coussin, tu sais, on se jette le coussin à chaque fois. Le talking J'ai le kilo. talking pillow, c'est comme ça de parler. Et donc, en fait, c'est effectivement pour aborder la problématique qui était abordée par le Doritos Gate. Et en fait, l'article de A Table of Doritos, Full of Doritos, qui était l'article initial de la chronique de Robert Florence, abordait un thème très spécifique. C'était, grosso modo, les journalistes jeux vidéo, vous êtes finalement... vous êtes potes avec l'industrie dont vous parlez. Vous êtes, alors c'était ce qu'expliquait Robert Florence. Il y avait pas que le problème de cette soirée un peu bizarre, qui était une soirée britannique en plus, donc où ça concerne beaucoup la presse anglo-saxonne d'une manière générale et l'optique et la façon dont les anglo-saxons consomment et font de la presse aussi. C'est évidemment pas la même. Et c'est vrai que cette soirée en elle-même était hyper bizarre, c'est-à-dire on avait l'industrie et les journalistes qui nommaient les meilleurs journalistes de l'année, ce qui était quand même déjà à l'origine, même on enlève le concours de PlayStation, c'est quand même hyper zarbe, quoi. Mais il y a ce débat-là qui est arrivé en France, qui est arrivé avec un peu de retard en France, parce que le truc date de fin octobre en Angleterre et c'est arrivé fin novembre en France, entre autres à cause d'un article de Libération, mais et en fait ce qui est marrant, c'est que ça a cristallisé énormément de choses. C'est que on a eu surtout sur internet, sur les forums, dans les communautés, énormément de réactions qu'on peut assez vite cataloguer du côté des haters de la presse, c'est-à-dire des observateurs, des lecteurs. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est que il y a quand même un certain ressenti de la part d'un certain lectorat pour juger, pour appréhender ces relations entre les journalistes jeux vidéo et l'industrie du jeu, en fait. Pas que les attachés de presse, les services communication, marketing, etc. Et les développeurs et les relations d'amitié qui peuvent se créer, les soirées de lancement de jeux vidéo fastueuses avec open bar jusqu'à 3h du matin, les voyages de presse gratos où on va à l'autre bout du monde pour tester 10 minutes de jeu. Enfin, ce genre de choses sont ressorties. Et je voudrais juste, avant de vous laisser la parole, je parle beaucoup pour un animateur quand même, je voudrais juste faire un petit disclaimer. En fait, il y a beaucoup de noms qui sont sortis dans les débats parce c'est un débat très houleux qui s'est passé. Moi, je trouve toujours que c'est pas le plus important. Tu vois, les gens, les personnes, et surtout généralement quand on cite une personne, c'est pour dédouaner tous les autres. Généralement, c'est aussi ça. Donc, j'ai pas envie, on nous le reprochera peut-être, mais j'ai pas envie de forcément citer, pointer du doigt telle ou telle personne. C'est pas le but. C'est aussi parler d'un système en général, celui aujourd'hui de la presse spécialisée jeux vidéo. Donc voilà, il y a ce rapport, et en fait, peut-être première impression déjà, parce que vous trois, vous êtes, on peut dire, un journaliste spécialisé jeux vidéo, et ça fait quand même un bail que vous faites ce métier-là. Est-ce que vous êtes vendu ? Alors moi, je peux déjà, donc ce débat, il a lieu un mois, 2 mois après le Doritos Gate version française. Moi, j'ai vachement hésité à faire cet extra live. On en a beaucoup discuté avec Alex, parce que ma première réaction par rapport à ça, c'est que j'ai trouvé ça insultant. Donc moi, ça fait 19 ans. Qu'est-ce que tu as trouvé insultant ? Insultant, en fait, le fait que les gens puissent penser que ta note, mettre en doute ta crédibilité. Ma crédibilité, oui, et le fait que tu puisses juger un jeu et d'être influencé dans ton jugement par le fait que tu as une relation, voilà, un paquet de Doritos, ou des relations privilégiées avec tel éditeur, ou que tu connais personnellement tel développeur. Je trouve ça extrêmement insultant. Et donc, du coup, j'étais là, genre. Ensuite, avec le recul, je me suis dit, ok, genre le Doritos Gate, ça a mis le doigt sur certains points qui étaient intéressants à débattre et qui étaient vraiment sujets à discussion sur des problématiques de fonctionnement qui pouvaient éventuellement être améliorées pour que la presse jeux vidéo puisse être encore plus précise, encore plus critique, encore plus libre. Donc, sachant que moi, je considère qu'aujourd'hui déjà, c'est le cas. Mais à certains niveaux, il y a des choses qui, en effet, pourraient être améliorées. Donc voilà déjà mon premier ressenti. Au début, c'était ce débat-là, moi je l'ai pris vraiment de façon personnelle. Donc là, je me sentais attaqué. Donc personnellement, tu te considères indépendant oui, je me considère pas comme étant vendu. Non. Voilà. Bon. Je ne suis pas réponds à ma question, s'il te plaît.
Raon. Bah moi non plus. Par contre, je me suis pas senti insulté par le questionnement. Le questionnement en lui-même est légitime. C'est normal que les gens se posent la question de savoir comment ça marche finalement, parce que ils ont l'habitude de consommer ces contenus, ils ont l'habitude de nous voir à l'image, de nous lire, etc. Donc quelque part, c'est légitime effectivement de se dire peut-être qu'avant ils n'y avaient pas pensé, peut-être que voilà, et puis de se dire mais alors en fait comment ça se passe ? Est-ce que vraiment il y a lieu de s'inquiéter, ou comment est-ce que je dois prendre cette parole que j'utilise finalement pour consommer ou pour me faire forger un avis sur un produit culturel. Donc moi je me suis pas senti insulté. Par contre, à la lecture de tout ce débat et les mois qui ont suivi le débat, etc. et de questionnement, j'ai quand même remarqué plusieurs choses. D'une part, les gens mélangent un peu tout, ce qui est normal puisqu'ils ne connaissent pas le sujet. Ou très peu. En fait, quand je parle du sujet, c'est le fonctionnement d'une rédaction, etc., de la presse spécialisée, etc. Donc, il mélange un petit peu tout. Et puis, en plus, c'était malheureux, puisqu'à la base, cette histoire de Doritos n'a finalement rien à voir avec le Schmilblick, puisque cette image qu'il est avec ce que tu décrivais tout à l'heure, avec sa PLV Allo Mountain Dew et son paquet de Doritos, ça n'a rien à voir avec la soirée, ça n'a rien à voir avec le concours PS3. Enfin, c'est encore un autre événement. En fait, d'une part, en plus, il s'agissait d'une image issue d'une vidéo où ce journaliste, je sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié son prénom. Est interviewé en fait. Il est là il est même pas là en tant que présentateur, il est interviewé par podcast, enfin par internet, par d'autres personnes qui voulaient l'interviewer. Et en fait, il était là dans l'article. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Cette photo n'a rien à voir avec la soirée et tout ça. Mais finalement, la question de Robert Florence, c'était combien y a-t-il de journalistes jeux vidéo cachés derrière la table de Doritos. C'était un peu ça l'histoire. Bref, tout ça pour dire que en fait, je trouve les questions intéressantes, mais tu t'es pas senti attaqué personnellement ? Non, moi je me suis pas du tout senti attaqué personnellement, mais je trouve ça légitime de poser la question. Après, le problème c'est que comment est-ce qu'on y répond ? En fait, tout ça est un débat qui concerne la façon dont chacun d'entre nous, journalistes, spécialisés ou non, français ou anglo-saxons, considérons que nous devons faire le mieux possible notre travail. C'est-à-dire avec intégrité, sincérité, etc., vis-à-vis d'un lectorat qui reste notre premier client, entre guillemets. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, à mon sens, c'est-à-dire que les anglo-saxons, et cette histoire de concours, déjà de base pour nous, Français en tous les cas, paraît surréaliste. C'est-à-dire que avoir un regroupement type Palme d'Or de Cannes, machin, mais où ça va être des éditeurs qui vont décider quel est le meilleur journaliste, c'est complètement illégitime. C'est au lecteur de décider quel est le meilleur journaliste, en théorie. Et en même temps, on peut aussi se passer de décider quel est le meilleur journaliste. Tout à fait. Quitte à le faire, autant le faire de manière correcte. C'est-à-dire que si ça devait être quelque chose, il faudrait que ce soit quelque chose de national, par l'électorat, par les audiences, etc., et que ce soit à eux de décider qui est le meilleur et pour quelle raison. Certainement pas aux éditeurs. Bon alors, Mehdi, voilà, on en a 2 indépendants, il faut au moins pour qu'il y ait un panel un peu représentatif, donc c'est toi qui es vendu en fait sur les 3. Ouais, c'est pour une baguette de pain en plus, c'est vraiment pas cher. Non, moi je me suis donc pas senti insulté par cette histoire, j'ai juste trouvé ça ridicule, et j'ai surtout trouvé que c'était pour certains haters de l'internet l'occasion de venir partager leur délire, venir partager leurs suspicions, leurs hypothèses, les trucs qui nourrissent depuis longtemps, mais simplement ils ont rien pour étayer ce qu'ils racontent, tu vois, parce que tu sais que t'en as sur internet qui pensent vraiment qu'il y a une conspiration, un délire, du complot, quoi, trucs vendus, tout ça, et ça a juste été un prétexte pour eux, et pour quelques chevaliers blancs sur lesquels je pisse, j'en profite parce que je suis à la télé, pour venir étaler maladroitement leurs valeurs, leur morale, tout ça. Donc non, moi j'ai trouvé cette histoire ridicule, mais ça m'a fait rire du coup. Ouais, alors en fait, le truc c'est qu'à vous écouter, évidemment, vous êtes tous les 3 indépendants et moi de toute façon je vais m'amuser à remettre ça en cause, enfin ce serait absolument ridicule. Mais non, mais même en plus, sincèrement, je suis très loin de le penser et puis je pense que effectivement la majorité des journalistes jeux vidéo en France font bien leur taf, connaissent leur sujet, sont passionnés par leur sujet et c'est vrai que de toute façon l'intérêt de la passion c'est qu'on s'intéresse profondément au rouage et tout ça. C'est une vraie question en fait. Excuse-moi, je te coupe, mais en fait la vraie question j'imagine en tous les cas que c'est celle-là qui va nous intéresser surtout, c'est à quel point un journaliste doit-il susciter la proximité par rapport au sujet qu'il chronique.
En fait, c'est ça la vraie question. C'est est-ce qu'il faut être ami avec un développeur pour mieux connaître son travail, mieux pouvoir l'évaluer et en faire une critique qui sera après meilleure, etc. Ou d'autres personnes qui interviennent dans l'industrie, ou non. Ou au contraire, instaurer une distance, etc. Pour moi, le débat, il est là. Il y a aussi la notion de passion, tout court. C'est-à-dire à partir du moment où tu es passionné par un sujet, et donc du coup, automatiquement, tu véhicules cette passion par tes interventions en télé, par ce que tu as écrit sur un jeu, etc. Est-ce que ça, c'est un point qui peut mettre en doute ta crédibilité, le simple fait d'être passionné. Et donc du coup, c'est le statut... On le fait d'ailleurs sans arrêt entre nous, c'est-à-dire qu'on va dire oui mais toi t'es un fanboy ou des choses comme ça, des espèces d'insultes de forum machin, mais en fait être un fanboy c'est être passionné d'un sujet quelque part. Donc et puis les fans sont-ils vraiment les critiques les plus coulants ou les critiques les plus agressifs? C'est clair. Là, en fait, il y a aussi un truc. Donc du coup sur la position du critique, moi j'ai cette image. Pas crédible en animateur. Non, mais c'est juste un tout petit truc. C'est une image qui pour moi genre est assez parlante. On a cette image du critique qui est complètement extérieur à son sujet. Et donc du coup, pour moi, cette image, c'est le critique dans Ratatouille, le critique culinaire. Et donc c'est le mec qui arrive genre avec, il débarque comme ça, il va tester genre la nourriture, il va parler à personne, pas au cuistot ni rien, etc. Il va faire sa petite tambouille et ensuite il va écrire sa petite critique. Mais il a aucun contact réellement avec le milieu et avec la façon dont ça a été créé, cuisiné, avec les intentions du cuistot, etc. Moi, je trouve que tu donnes un très très bon exemple de peut-être le cœur du débat. Le critique de Ratatouille, prenons le critique de Ratatouille, il s'adresse à quelqu'un qui va aller payer pour aller dans le restaurant. Ce quelqu'un qui va aller payer pour aller dans le restaurant, il va juste manger ce qu'il y a dans son assiette. Le quelqu'un qui va payer dans un restaurant, sauf cas particulier, il va pas aller voir le cuistot, il connaîtra pas l'histoire du cuistot. Non mais... Dans la majorité des cas, un restaurant avec 100 couverts, les personnes ne vont pas tous voir le cuistot et tout ça. Et finalement, le critique de Ratatouille, est-ce qu'il fait pas bien son boulot? Parce que finalement, il parle de ce qu'il y a dans son assiette, ce n'est que ça auquel seront confrontés les clients du restaurant. Donc, est-ce que quelque part, pour tester un jeu vidéo, est-ce que on n'a pas seulement besoin d'avoir la galette, d'avoir la console, de mettre la galette dans la console, de jouer et de parler du jeu. Est-ce que c'est pas un objet culturel où la critique peut être indépendante de tout le reste, même de la volonté intrinsèque du développeur, qui va de toute façon te dire que son jeu, il l'a pensé pour être révolutionnaire ou pour avoir machin. Finalement, s'il fait un jeu de merde, il fait un jeu de merde, et que quelles que soient ses intentions, et finalement l'intention je sais pas, un jeu comme Journey, on n'a pas besoin de discuter avec Genova Chen pour connaître l'intention du jeu en lui-même. C'est en y jouant qu'on la découvre. Tu peux t'en passer. Par contre, je considère que ça fait partie de notre boulot de journaliste spécialisé de donner également les clés. Donc sur des intentions et sur un jeu en particulier. C'est-à-dire il faut que tu donnes l'info. Genre c'est aussi un truc qui a toujours été frustrant dans le milieu. C'est que très souvent on considérait genre on fait des critiques de produits, on fait des critiques de jeux et le reste on s'en fout. On s'en fout pas. Un jeu vidéo, c'est un tas de gens qui bossent dessus genre pendant 4-5 ans. Mais genre comme des malades qui essayent de faire quelque chose. Parfois ça marche pas. Il faut que tu expliques pourquoi dans ton article et que tu donnes des pistes. Il faut que tu donnes également ensuite l'idée aux gens qui jouent, aux joueurs, de genre justement le jeu vidéo c'est pas juste un truc que tu sors et que t'achètes, c'est de l'art. Et derrière il y a des tas de gens qui ont participé, qui ont bossé sur ce titre. Et donc il faut expliquer tout ça. Il faut expliquer genre que le directeur artistique c'est un tel qui a bossé sur ça et ça. Et vu que ton expérience dans le jeu vidéo parfois c'est une vingtaine d'années, il faut aussi que tu donnes tes propres références, tes propres points de référence. Ça suffit. Mais non, tu joues, t'as pas besoin de rencontrer les gens. Oui, mais il faut que tu cites tes sources, il faut que tu cites tes jeux, il faut que tu cites des points de comparaison. Bien sûr, il faut que tu expliques genre le gameplay là, il y a ça qui marche, il y a ça qui marche pas. Si tu le compares à ça, mais le développeur il a voulu faire ça, etc. Tu peux décrire, et particulièrement pour la critique de jeux indés, moi systématiquement dans mes intros sur No Life, je ne parle que de ça, je parle des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait, pendant combien de temps, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'ils ont pu avoir l'argent pour finir leur projet, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire au départ et en quoi le résultat est intéressant ou non. Et donc pour moi c'est important, tu peux pas te couper de tout le reste. C'est au contraire, c'est notre position dans le milieu nous donne le privilège d'avoir accès à cette information. Finalement parlons de tout le reste. Enfin, parlons de ce tout le reste qui est finalement ce qui pose problème qui a été le cœur pour moi le cœur du Doritos Gate, c'est tout le reste, c'est-à-dire comment est-ce que les éditeurs de jeux qui ne sont pas, sauf cas exceptionnel, des philanthropes,
Hein? Quel cas? Voilà, ouais, peut-être, je sais pas. L'un ou deux, ils sont pas là pour Mais en fait, ils passent quand même une partie de leur argent, une partie de leur temps, une partie de leur force vive à chouchouter les journalistes, à leur proposer des trucs exclusifs, à les alimenter de vidéos, d'images, de choses comme ça au fur et à mesure du temps, à leur proposer des tests chez eux dans un beau canapé avec une belle table et une grande télé et avec des gens qui sont là aux petits soins pour que surtout tu sois très à l'aise pour tester le jeu. Et tous les éditeurs, que ce soit, en plus c'est global, hein, je parle Activision, Electronic Arts, Ubisoft, tous. Si je puis me permettre juste un truc, en ce qui concerne l'accueil de journalistes pour faire des critiques d'un jeu, donc terminer pour publier une critique ou un test, rares sont les éditeurs qui organisent des tests comme ça à l'extérieur. Mais ça arrive. C'est arrivé. Mais tout ça ça arrive pour tous les ans pour Call of Duty, par exemple. Oui. Mais c'est extrêmement rare. La plupart des critiques de jeux vidéo jouent en général soit au bureau à la rédaction, soit chez eux, ou la plupart d'entre eux. Disons que c'est dans un ensemble, et ça coûte de l'argent. Oui. Ça coûte énormément d'argent, voire énormément d'argent de la part des éditeurs qui mettent... Et il y a un truc en économie générale qu'on appelle le retour sur investissement, et c'est un truc hyper commun dans toutes les entreprises. C'est-à-dire que tu investis quelque chose, t'as un retour. Et c'est très difficile pour un éditeur d'évaluer justement si cette dépense est valable ou pas. Et dans les faits... Mais généralement, s'il continue à le faire... S'il le fait, c'est pas pour rien, mais c'est simple. On est dans une configuration donnant. Faut voir aussi un petit peu ce que veut le lecteur, ce que veut le téléspectateur, ce que veut l'internaute. Il veut du reportage, il veut de la preview, il veut que tu ailles lui parler du jeu qu'il attend, mais il veut que tu lui en parles avant la sortie, tu vois ce que je veux dire? Donc, toute cette énergie, tous ces efforts qui sont dépensés pour accueillir le journaliste, l'emmener à l'autre bout du monde, lui présenter un jeu, bien sûr, ça va faire de la visibilité pour l'éditeur. Du coup, on va parler de son jeu. Du coup, il va y avoir un délire de précommande parce que tu sais qu'il mise beaucoup là-dessus. Une fois que le jeu est sorti, l'éditeur, il lâche son jeu, tu vois. Il mise surtout sur les précommandes. Mais donc, lui, ça l'arrange parce que tu vas parler de son jeu. Tu vas essayer de créer un buzz. Enfin, il va essayer de faire en sorte que tu crées un buzz parce que tu vas parler de son jeu. Toi, ça t'arrange parce que toi, en tant que rédacteur ou journaliste, parce qu'il y a des gens qui attendent quelque chose. Je veux dire, dans le cas de No Life, on a besoin d'images, nous. On fait de la télé, donc on a besoin de donner des images. On n'attend pas d'avoir Voilà, on a besoin des trailers, on a besoin des events, on a besoin des interviews. Et le lecteur ou le téléspectateur, lui, il a sa dose d'infos, il a sa dose d'avis, parce qu'on se contente pas simplement de relayer les infos. On émet des choses, tu vois ce que je veux dire? Du coup, dans un monde idéal, tout le monde est gagnant. Après, peut-être qu'il y a des trucs un petit peu plus... Mais justement, en fait, c'est aussi une problématique de bouteille. Hein. Parce que si un type qui part pour la toute première fois de sa vie et qui a même pas une vingtaine d'années, effectivement, est hébergé avec des conditions qui sont jamais désagréables, elles sont pas forcément luxueuses non plus, faut pas non plus exagérer. En l'occurrence, pour le texte de Call of Duty, t'as une toute petite chambre avec une télé et une chaise en face et tu passes ton vie devant la télé avec le lit à côté, c'est tout. Et puis une salle en bas pour gens multi, ça s'arrête là, c'est pas non plus... voilà. Mais quelqu'un qui a pas du tout d'expérience, effectivement, on pourrait éventuellement considérer que ça pourrait l'influencer, c'est-à-dire qu'il passerait peut-être plus de temps à regarder le décor que ce pourquoi il est fait ici. Mais non, mais effectivement, il y a des gens qui se sont interrogés sur les journalistes qui sont dans le milieu depuis longtemps et qui disent ouais, c'est possible qu'ils soient vendus tout ça. Moi, je pense effectivement que t'as plus de chances qu'un petit blogueur qui connaît pas encore le truc et à qui on sort le grand jeu, parce que Thierry, c'est pas qu'une coupe de champagne, un macaron, puis un voyage quelque part, qu'il va se décider, il va dire quelque chose de positif sur un jeu. Mais quelqu'un effectivement qui est pas habitué à ça, peut-être qu'il va être déstabilisé. Est-ce que finalement le problème, moi je vous connais. J'ai confiance, franchement, quand j'écoute vos tests, quand je lis tes tests sur Gameblog, quand je vois les trucs sur No Life, moi je vous connais, je vous fais confiance, on se connaît depuis assez longtemps et voilà. Mais est-ce que le problème n'est pas ailleurs? C'est que la profession de journaliste demande des preuves d'indépendance et demande pas juste une indépendance réel, entre guillemets, dans ta tête. Toi, Mehdi, toi, tu sais que toi, personnellement, tu es indépendant et tout ça. Est-ce que le problème du journaliste, c'est pas qu'il faut...
C'est pour ça qu'il y a le code de déontologie. Le code de déontologie journalistique, il est là pour une chose. Il est là pour une chose, c'est que le journaliste n'ait pas besoin de se demander est-ce qu'il peut le faire ou pas. N'est même pas besoin de demander à sa propre morale est-ce que j'ai le droit de faire telle chose ou pas, parce qu'il y a le code de déontologie qui est au-dessus. Et pourtant, ça suffit pas. Ça suffit pas, mais voilà, c'est ridicule. Moi, je trouve ça ridicule. Non, mais vu des lecteurs, vu des gens qui vous connaissent pas, prenons un exemple extrême. Un journaliste éco-financier qui va conseiller des titres à la bourse. C'est des postes, mais hyper, parce que un mauvais article, un cours d'action décent, etc. Et ce journaliste-là, vous apprenez que de manière hyper régulière, les entreprises qui sont cotées à la bourse l'invitent en voyage, avion, etc., hôtel, machin, pour voir comment leur entreprise est belle et fonctionne. C'est probablement le cas. Est-ce que vous le connaissez pas, ce journaliste, vous vous intéressez même pas à la finance, ou vous vous intéressez comme ça en tant que lecteur? Est-ce que le fait de savoir ça, vous le connaissez ni personnellement jamais, est-ce que vous vous dites pas, il y a quand même un truc, ce mec il passe la moitié de son temps chez des autres? Ça fait partie du boulot, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas parler d'un sujet, le fait qu'un éditeur, en l'occurrence pour le jeu vidéo, t'invite à aller chez un développeur, ça te donne simplement accès aux gens. Et donc du coup, tu peux discuter avec les développeurs, voir ce qu'ils ont essayé de faire, voir dans quelles conditions ils ont travaillé. Il y a leur discours qui est parfois formaté, donc avec du media training, etc. On s'aperçoit que sur une interview, on avait interviewé telle personne, on aura les mêmes réponses dans les différents médias. Avec un peu d'expérience, c'est assez facile de mettre à jour ce genre de choses. Et puis Exactement. Quoi qu'il arrive, si la personne décide de ne pas répondre à ta question, ça t'empêchera pas de la passer, de mettre devant la place publique que le gars ne répond pas à la question. Exactement. Tu peux analyser. Et ensuite, ça te permet de sentir, tu as une ambiance, sentir un environnement de travail. Au même titre que le fait de regarder des conférences de presse, genre par exemple de l'E3 devant son PC, genre en France, c'est pas la même chose que d'être sur place dans la salle et de voir un petit peu la réaction live des gens, de voir un petit peu les bugs, etc. qui peuvent se passer, de pouvoir discuter tout de suite, juste après, avec tes collègues journalistes, avec des amis développeurs ou des gens que tu connais, et donc voir quels sont les ressentis, etc. C'est un truc où ça fait partie de ton boulot, c'est de ressentir les choses. Et donc du coup, t'es obligé d'aller sur place. Et évidemment, en tant que journaliste, en particulier journaliste sur No Life, ou même j'en ai sur Gameblog, tu peux pas te payer systématiquement avec ton argent des voyages pour aller voir des développeurs. Oui, pour les salons, oui. Est-ce que c'est une question ouverte, mais est-ce que quand on va sur place, quand on prend 3 jours parce qu'on accepte un voyage de presse pour aller voir une preview de tel ou tel jeu, est-ce que si c'est moisi, vous faites rien? Comment ça on fait rien? Alors, vous ne diffusez rien à l'antenne ou vous n'écrivez pas d'article? Ça dépend à quel point c'est moisi. Si c'est vraiment est-ce que c'est déjà moisi, arrivé? il faut le dire. Est-ce que tu peux ne rien faire? Ah oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que vous, personnellement, que vous soyez parti, que vous ayez passé 3 jours à Amsterdam ou à Los Angeles ou à Vancouver et que vous n'ayez rien ramené? Le truc, c'est qu'ensuite, sur les press tours, t'en as énormément de proposés. En l'occurrence, sur No Life, on est une toute petite équipe et on est obligé de faire des choix. Donc du coup, systématiquement, on choisit le jeu le plus important, le jeu qu'on attend nous le plus. Non, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que tu sois parti à un endroit et que vraiment, sur le contenu, on t'avait dit que t'allais avoir accès à 3 développeurs. Oui. Finalement, tu te retrouves avec un chef de produit lambda. Non, mais c'est déjà arrivé il y a pas très longtemps, une interview où on se rend compte que le mec c'était un community manager ou un truc marketing de je sais pas quoi de merde. Il fait des réponses de merde. Bon non, on diffuse pas. Et vous étiez parti très loin pour... Non, c'est pas parti. Mais est-ce que justement... C'est déjà arrivé plein de fois qu'effectivement, évidemment, ces choses-là se préparent. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs l'un des métiers de l'attaché de presse par rapport à la presse, c'est de dire voilà ce que je peux mettre à ta disposition, de quoi tu aurais besoin, pour faire quoi, etc., etc. Donc il y a cet échange qui est normal, qui fait partie vraiment du métier, qui n'a rien d'étonnant ou machin, ou de scandaleux ou quoi, c'est-à-dire qu'effectivement, le média va essayer d'avoir le maximum de choses qui correspondent alors soit à ce qu'il désire lui particulièrement écrire ou à ce que attend son lectorat. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est plus important de donner au lectorat qu'à moi-même. Je veux dire, je vais faire des reportages sur des jeux dont j'ai personnellement rien à foutre, mais qui vont intéresser mes lecteurs, évidemment. Et puis après, tu contactes l'attaché de presse ou l'attaché de presse te contacte, te dit voilà, j'ai possibilité de faire ci, ça. Et puis t'arrives sur place. Et puis, pour X raisons, les Américains ont décidé que non, ou je sais pas quoi, mais ça arrive assez régulièrement. On n'a pas du tout ce qui était prévu au départ. Dans ces cas-là, le contenu n'est pas fait, quoi. On va pas faire des choses pour remplacer quelque chose qui avait été prévu à la base. Mais évidemment, ce sont des choses qui se préparent en amont. C'est-à-dire que... Mais en fait, pour moi, ça rentre aussi. Et
je reviens sur ce que tu disais, Mehdi, sur le fait que les lecteurs veulent ce genre de choses, veulent avoir des previews, veulent avoir du contenu avant, veulent avoir des images, des vidéos du jeu, etc. Et finalement, voilà, ça fonctionne comme ça, c'est un état de fait. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un problème ? Vous pouvez dire ça fonctionne comme ça et c'est très bien, on veut rien changer. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ces trucs jusqu'au moment où le jeu sort, d'être dépendant à 100% de l'agenda décidé par l'éditeur ? Vous pouvez me répondre, oui, mais c'est comme ça que ça marche. Mais est-ce que, en absolu, vous pensez pas qu'il y a un souci, c'est-à-dire que de fait, vu que vous êtes dans des médias spécialisés, vous allez en parler, etc. Peut-être moins No Life, parce que c'est vrai que 101%, vous faites une sélection sur ce qui s'est dit la journée, mais Gameblog, et vous n'êtes pas les seuls, vous êtes dans un truc de flux toute la journée, vous allez poster les images au moment où l'éditeur va décider que cette image va être postée. Oui, mais enfin bon, elles peuvent exister, puis si elles sortent avant et que c'est pas un truc d'éditeur, on va les publier. Oui, bien sûr, mais la majorité de cas, c'est des envois d'éditeurs et tout ça. Parce qu'ils contrôlent ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas un souci de base inhérent même à la structure même de la presse jeux vidéo en France et dans le monde? J'appellerais pas ça un souci, j'appellerais ça une difficulté. Mais parce qu'il y a quand même une différence un truc d'agenda. C'est-à-dire que effectivement, les éditeurs sont les principaux maîtres des contenus auxquels on va avoir accès, que ce soit des personnes, des trailers, des images, peu importe, c'est normal, c'est eux qui le produisent. C'est logique plutôt, c'est eux qui le produisent. Ça représente une difficulté supplémentaire pour un journaliste spécialisé qui doit justement trouver dans ce système comment apporter une valeur ajoutée, comment apporter un jugement valable, et comment ne pas être uniquement que l'esclave, et ne pas être finalement juste un passe-plat un relais, voilà. Évidemment, la valeur du journaliste, elle se situe pas dans le travail de curation, qui reste un travail qui est un travail journalistique. Le travail de curation, c'est quoi? C'est récupérer les infos qui se baladent partout, sélectionner ces informations, choisir. Informer, c'est choisir. Bon, et par-dessus ça, c'est là qu'intervient finalement, pour moi en tous les cas, dans ma conception des choses, d'autres personnes travaillent peut-être différemment, mais la proximité avec, en particulier, les développeurs. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir du matériel, de l'image, de l'info officielle, entre guillemets. L'accès aux gens est le plus important, parce que c'est là que tu peux savoir, deviner, comprendre, et donc apporter une valeur ajoutée qui fait que tu n'écris pas simplement des news pour passer des vidéos. Et c'est là qu'est l'essentiel pour moi du travail. Mais en l'inverse, tu vas publier les vidéos même si tu n'as pas une news spécifique. Tant qu'il y a une demande pour ça, oui. Oui, mais est-ce que, justement, moi je reviens à ma question initiale, on sait très bien aujourd'hui que la note va influer à la marge sur les ventes. On sait, enfin c'est vraiment à la marge. Hein. On est entre un jeu qui va se taper 5 et qui peut cartonner. On a vu le succès de Resident Evil 6 récemment. Tu prends Call of Duty sur PSP, sur PS Vita, c'est le deuxième jeu le plus vendu de la plateforme. Il s'est fait défoncer partout. Exactement. Mais est-ce que finalement tout cet agenda, avant le test, le fait où toute la presse spécialisée jeux vidéo va relayer les images, va relayer la date de sortie, va relayer machin au moment où l'éditeur veut, et en plus en diffusant les images choisies par l'éditeur, est-ce qu'il n'y a pas un souci finalement où la presse spécialisée devient un relais de communication? Mais ça dépend comment tu le fais. Ça dépend aussi, parce que tu peux très bien balancer les trucs exactement comme tout le monde, mais apporter une analyse en avance. C'est-à-dire que moi par exemple, je n'ai jamais été d'accord avec le fait qu'on puisse pas émettre d'opinion sur une preview. C'est un truc qui existe dans la presse spécialisée où on dit bon bah je vais pas défoncer le jeu dans la mesure où il est pas fini. Ça a une certaine logique. Et c'est vrai que sous un certain point, voilà. Par contre, reprenons le cas de Call of Duty PS Vita, c'est dès la preview qu'on a dit ouh là là, ça pue, ouh là 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 là, c'est très très mal parti. Et c'est quelque chose qu'on ne peut savoir que quand on comprend comment est-ce qu'on développe un jeu, où sont les plus gros progrès qui sont faits, c'est-à-dire sur les 3 ou 4 derniers mois de développement en général, pour résoudre certains problèmes, etc. Donc de comprendre la mécanique de l'industrie, de comment est-ce qu'on fabrique un jeu, quelles sont les difficultés auxquelles les développeurs sont eux-mêmes confrontés, qui peut bien les surmonter, comment, etc., etc. Et quand on sait toutes ces choses-là, et qu'on a ce savoir, cette connaissance, on peut dès le départ commencer à émettre sans trop de risques des opinions qui sont à vocation de prévenir les gens en disant c'est pas parce que ça s'appelle Call of Duty que ça va défoncer, et surtout pas sur PS Vita, etc. Et moi, de mon point de vue, à l'étape de la preview, je vais, si tu veux, être un passe-plat, puisque dans la mesure où je fais une preview et j'ai accès à un jeu grâce à l'éditeur, mais j'ai mon opinion tout de suite. La preview, tu donnes un avis, mais moi je parle de ces vidéos, de ces images. Mais tu peux le faire dans les news aussi. Et crois-moi, un jeu d'image, ou une vidéo de CGI de machin, tu vas pas, ouais, c'est beau quoi.
Oui, mais, Ouais, mais c'est très bien de dire non. Cyberpunk 2077, c'est ça qui machin. La vidéo elle claque. Je suis super vexé parce que je t'ai fait une news quand même Oui. dans Pardon. EXP. Non mais parce que justement, effectivement, tu vois rien. L'image, elle est magnifique. L'univers, on le connaît si on a un peu traîné dans le jeu de rôle papier. Ah, c'est de l'annonce, Mais hein. en dehors de ça, t'as rien à dire. Bah si. A priori. Si. Sauf que quand tu connais le studio, quand tu connais bien l'univers, et quand tu fais bien attention à la vidéo, tu peux détacher des éléments, tu peux essayer de comprendre ce qui se passe derrière. En regardant, c'est là que tu peux voir que c'était une situation avec la Psycho Squad. Donc ça implique des choses d'un point de vue au niveau du game system. Donc finalement, ça te fait des choses à dire. D'une vidéo, une vidéo qu'un lecteur va regarder comme ça, il va dire « Ok, elle est magnifique, mais j'ai rien d'autre à dire ». Bon, ben des gens comme nous, avec des références, avec de l'expérience, bah si, ils trouvent des trucs trouver de l'info. super intéressants. Quand tu as aussi la notion de logistique. Genre, imagine, on va dire qu'on est 150 journalistes en France. Et donc, tu as un studio de développement qui est situé aux États-Unis, qui est en train de développer un super jeu qui intéresse tout le monde. Et donc, est-ce qu'il n'est pas plus facile pour l'éditeur de mettre en place des événements à des dates clés, type press tour pour aller voir le jeu, et tu prends ces 150 journalistes et tu les emmènes à un endroit, plutôt que tu aies 150 mecs en France qui téléphonent ou qui prennent des rendez-vous avec le développeur de manière à aller voir, etc. Et tu aies 150 rendez-vous qui vont impacter sur la production du jeu, clairement, plutôt que d'en avoir qu'un seul. Donc quelque part, tu as une logique de fonctionnement qui est là et qui est indispensable. Et ensuite, quand tu parles de tout ce qui est screenshot, vidéo, etc. envoyé, on parle uniquement des gros éditeurs. Mais par contre, tu as aussi tous les petits studios de développement indé qui, eux, de temps en temps, vont balancer leurs infos sur un blog, ce sera pas relayé, etc. Il faut juste que tu suives genre tel projet et te dire putain, ce truc-là, c'est super intéressant parce que le mec, il avait bossé sur ça avant, ou le mec, il avait sorti ça avant, c'est trop génial, ça va être trop bon. Et donc du coup, tu es obligé de suivre. Et là aussi, tu te fais le relais de cette information-là. Donc encore une fois, moi je remets pas en cause, je l'ai déjà dit, hein, votre professionnalisme et puis et même le professionnalisme d'énormément de journalistes jeux vidéo. Tu te demandes si utopiquement, ce serait pas mieux que chacun fasse son métier dans son coin. Est-ce que il y a pas franchement, est-ce que vous comprenez pas un lecteur lambda qui est juste lecteur, qui vous suit pas personnellement et tout ça, et qui découvre un jour que quand même les journalistes jeux vidéo vont à des soirées de lancement de jeux. Allez, parlons de ces soirées de lancement de jeux. Parce que la soirée de lancement de jeux, vous allez pas trouver d'infos là-bas. Ouais, mais alors, là, on est sur autre chose. Si les développeurs sont là, tu peux. Oui. Ouais. Et on est dans, ça fait partie de notre boulot et je pense que c'est pour ça aussi que les gens nous regardent ou nous lisent, etc. C'est qu'on a une position privilégiée dans le milieu qui permet d'avoir un accès, genre privilégié à l'information. Et l'information, elle passe comment? Elle passe par les gens. Et donc du coup, le fait d'aller à une soirée éditeur, c'est simplement le moment où tu vas discuter avec les éditeurs, tu vas choper des petites infos par-ci par-là. Tu vas surtout discuter avec les autres journalistes. Tu vas discuter avec les autres journalistes et simplement tu vas te plonger, tu vas sortir de ta rédac et tu vas t'exposer au point de vue et au ressenti de plein d'autres gens qui viennent d'autres horizons, qui travaillent sur d'autres médias, etc. ou avec des gens qui travaillent dans le milieu. Il y a quand même, je comprends bien, mais c'est... Alors moi, donc ça, c'est ce que fait Thierry quand il va. Et c'est vrai. Et tu picoles, toi. Moi, je fais pas ça. Non, je picole pas parce que tu peux pas dire ça à la télé. Ouais. Non, oui, non, pardon. Ensuite, enfin, je bois beaucoup de jus. Ouais. Mais non, moi, j'y vais principalement pour me détendre. Ouais. Mais justement, mais même moi, si c'est... Si je peux ne pas y aller, j'y vais pas. Parce que personnellement, moi, ça me gonfle. Mais J'en ai fait plein avant. Ouais, mais aussi, des fois, c'est vrai qu'il y a des moi, trucs que tu peux pas trop rater, quoi. Parce que c'est des rendez-vous d'industrie, et là, dans ces cas-là, c'est... Oui, moi, mais c'est parce pire, que c'est c'est- toujours l'occasion de justement. croiser un paquet de collègues, de moi, collaborateurs. c'est pire. Problème, quand- mais non, c'est pas, moi, vous quand- voyez quand il y pas, a vous une voyez pas que c'est un soirée de- problème que les journalistes jeux vidéo prennent comme mode de regroupement les journalistes jeux vidéo, hein, je parle bien des journalistes jeux vidéo, prennent comme rendez-vous, tiens, on se retrouve à l'open bar payé par Activision. Ouais, mais le problème aussi, C'est pas, est-ce que c'est pas un souci quand même Si, c'est un souci, mais moi j'aimerais bien que fonctionnel quand on invite les autres rédactions, comme on peut le faire entre No Life et Gameblog par exemple, ils répondent présent. Le problème c'est qu'ils ne le font pas. Bah, donc c'est des cons et Merci tu d'être veux là. pas les voir. T'as pas non, envie de mais- les voir, donc. Mais non, Autant mais c'est sur pas les vrai. soirées. C'est que j'ai envie de les voir ou pas. Enfin, c'est pas la question que j'ai eu des inimitiés ou des amitiés avec ces journalistes. C'est pas ça l'important. L'important c'est leur point de vue et de pouvoir les confronter et d'en donner quelque chose au lecteur. Le seul moyen de l'avoir, c'est de les voir malheureusement parfois. Enfin, si tu veux l'avoir, bon, moi je cherche pas forcément à l'avoir tout le temps, mais quand tu veux l'avoir, un des seuls moyens de l'avoir, c'est d'aller dans. Est-ce que vous Ouais, comprenez le pas truc, la soirée, c'est de temps en temps quand je vais pas aux soirées, je culpabilise parce que je considère que je fais pas totalement mon taf. Mais Et alors, mon taf encore justement, une fois- c'est je encore me une dis fois- genre j'ai des gens au téléphone genre tous les jours et ces gens-là, je prends même pas le temps de les voir à un moment donné, genre face à face en disant ah
salut machin d'Ubisoft, salut machin de Microsoft, etc. Et discuter et d'échanger. Encore une fois, je vais me répéter encore une fois, vous êtes formidable. Non mais sérieusement, vous êtes le fonctionnement, mais la raison pour laquelle moi je repose ma question, est-ce que vous ne, et parce que celle-là vous n'avez pas répondu, est-ce que pour vous, un lecteur, quelqu'un qui lit la presse jeux vidéo et machin, ne peut pas se poser quelques questions en découvrant que les gens qui lit et qui les lit à propos des jeux vidéo vont se retrouver au frais, font des choses au frais de l'éditeur. C'était légitime. Non, mais voilà, cette question. Il peut se la poser, mais après, j'ai l'impression qu'il faut se poser, et j'ai l'impression que ça, c'est en fait au cœur de cette histoire, il faut se poser la question de la relation que le rédacteur ou le journaliste, il entretient avec son lecteur. Si le mec, effectivement, il te connaît pas du tout, il te suit pas du tout, et puis il apprend, il lit sur l'internet, et tiens, des journalistes, ils sont partis faire truc. Bien sûr, il peut avoir des avis, genre, c'est tous des vendus et tout ça. Mais bon, celui-là, en l'occurrence, moi, personnellement, j'en ai rien à foutre de ces spectateurs. Est-ce que à la base, c'est pas la base du métier de journaliste d'assurer par des preuves, la déontologie, ce genre de choses, l'indépendance l'indépendance réelle vis-à-vis de son sujet. Les gens sont pas dans ta tête. La dimension journaliste, déontologie, tout ça, moi, ça s'est écroulé le jour de PPDA, Fidel Castro, tout ça. Ça, pour moi, ça veut plus rien dire. C'est PPDA qui s'est écroulé. Oui, d'accord. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que tu montres même des preuves de. Je trouve ça ridicule de dire, attendez, regardez, moi, je suis un vrai journaliste. T'es pas. Ce que tu vas dire n'a pas plus d'importance parce que tu as des papiers sur lesquels il y a marqué quelque chose. Il y a des règles au métier de journaliste. Mais justement, elles sont tellement systématiquement violées. Tu as des journalistes, même les journalistes politiques qui annoncent clairement leur truc. Pour moi, ça veut rien dire. Systématiquement violées, c'est pas vrai. Mais t'as 1000 exemples, t'en as 1500. Il y en a des exemples, mais il y a beaucoup plus de non-exemples. Ça veut rien dire pour moi. Ça veut rien dire. Il faut pas se protéger derrière les plus pourris. Ça ne rime à rien de se protéger parce qu'il y a des pourris. Protéger ton rôle de la presse jeux vidéo parce qu'il y a plus pourri que la. Évidemment, on peut parler de la presse féminine, c'est n'importe quoi. Oui, mais tu cherches à savoir un moyen sûr d'avoir affaire à quelqu'un d'honnête intellectuellement. Suis-le, suis son taf. Tout simplement. T'as pas besoin d'avoir un papier sur lequel il y a marqué je suis quelqu'un de carré. Tu suis son taf. Soit quelqu'un de carré. Tu suis son taf et tu découvres que il est allé dans un hôtel 4 étoiles à l'autre bout du monde, que il est. Déjà la première chose à faire, j'ai l'impression en tant que consommateur, lecteur, téléspectateur, internaute, la première chose à faire quand tu te renseignes sur un jeu vidéo, quand tu regardes une critique, déjà c'est de multiplier tes putains de sources. Déjà. Parce que effectivement, si tu suis qu'une personne, le jour, tu risques d'être déçu le jour où tu vas apprendre que cette personne-là, je sais pas quoi. Donc déjà, tu multiplies tes putains de sources. Et puis ensuite, faut faire un petit peu preuve de recul, faut être un petit peu responsable, faut faire preuve de discernement. Est-ce que c'est pas dédouaner les journalistes, ça? Toujours, les journalistes, eux, ils sont innocents parce que c'est quand même au lecteur de faire le tri. Ils sont peut-être pas forcément innocents. Là, tu dis, les lecteurs, bossez un peu, faites le tri. Mais est-ce que... Évidemment, c'est comme si... Enfin, moi, ça m'énerve les gens qui se responsabilisent pas, en fait. Si tu te fais fister, tu l'as mérité. Veille victime. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça. D'une manière générale, dans la vie, t'as ce que tu mérites. T'as la télé que tu mérites. T'as les politiques que tu mérites. En l'occurrence, t'as la presse jeux vidéo que tu mérites. C'est tout. Si tu fais pas suffisamment preuve de discernement, tant pis. Bien fait. Bah oui, mais quelque part, tu dédouanes tout le monde du coup, parce que il y a plus de responsabilité. Moi, je me plains pas. Moi, je sais quoi regarder quand je veux avoir un avis sur quelque chose. Je multiplie mes putains de sources. Et après, j'essaye, je parle, je fais des choses. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, moi, par rapport aux soirées, on va y revenir. Je suis d'accord avec Médoc sur plein de points, et en particulier sur la relation fantôme qui se crée entre le journaliste et le lecteur ou le spectateur. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Par exemple, j'aime beaucoup le cinéma, donc je lis de la presse cinéma. Et à certains moments, tu identifies une signature. C'est pour ça qu'il y a des signatures à la fin des critiques en disant, ce mec-là, il a les mêmes goûts que moi. Et donc ça, c'est important. Ensuite, tu vas suivre davantage ce mec-là, dire genre il a pensé de quoi ça, parce qu'il a un peu les mêmes avis que moi. Et ensuite, que tu le fais, ça fait partie de ton taf d'aller sur les soirées, etc. Donc le fait d'aller à une soirée, de prendre un verre de champagne qui est payé par l'éditeur, en quoi ça te décrédibilise? Moi, j'ai une vraie question pour toi. En quoi, oui, mais c'est une vraie question pour toi. Comment est-ce que tu peux prouver quelque chose dont tu n'es pas coupable? En fait, le truc, c'est que c'est pas une question de prouver, c'est de justement, si t'as pas de code, tu ne peux pas accuser quelqu'un de l'avoir franchi. Comment est-ce que tu prouves que tu as un code et que tu respectes ce code?
il y a le code de déontologie où il y a des chartes qui peuvent exister. Oui, donc c'est des trucs écrits. Après, comment tu le prouves? C'est ça qui parce que comment est-ce que je peux prouver que je n'ai pas tué Kennedy, par exemple? Mais parce que je peux dire j'ai un alibi, hein. J'étais pas né. Mais non mais c'est ce que je voulais dire quand je te disais ça sert. Mais tu peux avoir tous les codes que tu veux. Moi je voudrais aller. De toute façon on va pas continuer des heures, mais juste il y a suite à l'affaire Doritos Gate, il y a un site relativement connu, un site britannique qui s'appelle VG247 ou 247, enfin je sais pas comment on l'appelle, mais qui a sorti une charte qui était particulièrement voilà, il fallait prendre des mesures suite à l'affaire Doritos et ils ont sorti une charte, des règles. Je trouve que c'est hypocrite, personnellement. Alors, parlons d'un élément de cette charte, des premiers paragraphes, où les journalistes de VG247 s'engagent à ne plus manger, ne plus boire, ne plus avoir une chambre d'hôtel et ne plus avoir un billet d'avion payé par les éditeurs. Alors... Oui, mais quel est le problème avec ça? Pourquoi ça poserait problème? S'ils veulent. Pourquoi ça poserait problème? Vu du lecteur, parce qu'on parle du lecteur. C'est tout bête. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Il serait premier à s'en plaindre, oui, parce que tout simplement. Pourquoi? Parce que le journaliste n'a pas pris sa coupe de champagne. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu veux dire que le journaliste doit payer son billet d'avion, payer sa chambre d'hôtel, genre ensuite à la fin payer son jeu, etc. Tu fais ça pour l'ensemble des jeux qui sortent sur le marché en déjà, France. tu couvres moins de jeux. Mais non, c'est pas ça. On n'a pas les moyens. C'est évidemment, tu vois, genre n'importe quel média. On n'a pas les moyens de fonctionner comme ça. Et donc, c'est pas possible. Est-ce que, d'une manière générale, l'industrie du jeu vidéo ne profite pas du fait que les médias n'ont pas les moyens de faire ce genre de choses? Est-ce que finalement il n'y a pas un rapport de force qui devrait être au moins à égalité, voire parce que la presse est aussi s'adresse à ses lecteurs, devrait être en situation de force vis-à-vis de ces objets? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport de force général dont vous n'êtes pas dépendant, qui est complètement dominé par les éditeurs, c'est-à-dire que je c'est ne crois les pas éditeurs qu'ils soient complètement dominés par les éditeurs. C'est quand même eux qui payent vos moyens d'accéder à l'information. Ce que je te disais tout à l'heure, quand on va à un truc, ce qu'on écrit derrière nous regarde. Et ensuite, si on écrit quelque chose qui ne plaît pas à l'éditeur, il ne nous invite pas. C'est tout. Alors après, là, il y a éventuellement une question, c'est-à-dire, est-ce que je veux continuer à être invité ou pas? Évidemment, puisque si la première fois que je suis invité et que j'écris un truc où je défonce le jeu en disant ça va être de la merde, etc., l'éditeur, il a tout à fait le droit, lui, de dire je retire ma publicité et je vous réinvite plus. Et toi, tu fais ok, très bien, c'est son droit. Et effectivement, à partir de ce moment-là, tu peux éventuellement te poser la question de savoir s'il n'y aurait pas des rédactions, ou des journalistes en particulier, qui diraient pour être sûr de pouvoir être réinvité la prochaine fois et de continuer à couvrir cette actualité, je vais dire du bien. Mais, à l'évidence, si une rédaction choisit cette optique, alors à ce moment-là, elle va finir automatiquement par perdre toute crédibilité auprès de son cœur de cible. Est-ce que tu en es sûr déjà d'une part? Il y a des précédents. Je veux dire, autrement, sinon les gens sont bêtes. Ce que je veux dire, quand t'as affaire à une rédaction, si t'avais affaire à une rédaction ça sert pas l'éditeur en plus. Corrompue, ça servirait pas l'éditeur, ça servirait pas les rédacteurs, ça servirait pas les lecteurs tout simplement. Ils peuvent créer l'illusion pendant 1 ou 2 events, mais au bout d'un moment tu dis ouais ok c'est du scam, c'est de la merde. Du coup les internautes, les téléspectateurs, les lecteurs ils désertent. Du coup l'éditeur il voit plus d'intérêt de faire quoi que ce soit avec cette rédaction. Du coup la rédaction elle meurt. Bref. Je suis en train de t'expliquer que c'est pas dans l'intérêt des gens de rentrer dans le jeu. C'est quoi le désintérêt pour le lecteur d'avoir une charte qui interdit aux journalistes de boire et de manger à l'œil? C'est quoi le problème? Mais parce qu'on n'est pas en ex-URSS. On a pas l'ex-URSS de picoler du champagne à l'œil. Qui va me dire à moi ce que j'ai le droit de boire ou de manger? Une charte à no-life, par exemple. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une charte à no-life, pourquoi pas mettre une charte? Mais non, mais parce que dans ce cas, ça serait partir du principe que si on a le droit de manger et boire les trucs de l'éditeur, ça va influer sur notre travail. Mais bien sûr. D'accord, dans ce cas, alors je m'en remets aux téléspectateurs, c'est à eux d'évaluer ce genre de truc, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire que s'ils pensent qu'on va vraiment changer notre avis parce qu'on a bu une coupe de champagne à un endroit ou manger un... C'est terrible. Je les invite à zapper, c'est leur liberté, ils ont le droit, mais là... Non, c'est pas insultant, tu te fais c'est insultant parce que toi, c'est toi et tu sais dans ta tête... Évidemment que non, ça influe pas. Ça influe personne, un truc pareil. Mais après, une coupe de champagne à une soirée, ça influe personne. Écoutez, moi, il y a un truc qui me surprend quand même, c'est que vous y tenez quand même sacrément à votre coupe de champagne. Non, pour aller jusqu'à la défendre comme ça, c'est... Mais c'est pas ça, c'est pour dire que ça n'a aucune importance. Et qu'il y a des vrais problèmes, et ça, quelque part, ça cache les vrais problèmes. Ouais, mais s'il y a des gens qui trouvent que c'est important, et s'il y a des gens pour qui c'est un vrai sujet...
Et est-ce que qui suivent les rédactions qui ont des chartes dans lesquelles il y a marqué tu boiras pas le champagne d'Activision. Non, je les invite. Mais en réalité, c'est ridicule parce qu'en fait, il existe des pressions, il y a des vraies pressions, et c'est de ces pressions-là dont il faut parler. Il ne faut pas parler de la coupe de champagne ou du petit four. Ça, on s'en branle. Les vraies pressions, c'est quoi? C'est le marché publicitaire, le captif, le non captif, etc. Enfin, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées, peut-être un peu plus chiantes pour les téléspectateurs qui nous regardent, mais c'est ça qui est important. C'est par là. Ouais, c'est le fait qu'on puisse te dans le couper à la Doritos seule Gate, information. justement, c'est qu'on sortait de ce débat sur l'influence publicitaire, qui est un vrai truc industriel, et on est sur les relations des gens. Enfin bon. Après aussi, c'est un truc, c'est qu'on n'est pas des robots. Alors. C'est-à-dire que pour parler des relations entre les journalistes et les éditeurs, tout ça, on est amené à les croiser. Pour certains, ça fait, je sais pas, peut-être 10 ans qu'on est, peut-être plus, peut-être 20. On n'est pas des putains de robots. Tu vas faire la bise, tu vas serrer la main, évidemment. Il y en a même avec qui tu passes des soirées parce que tu rigoles, parce que c'est des gens. Je ne me pose pas de problème. Peut-être que ça en posera à ceux qui m'entendront dire ça, et c'est leur choix. Mais ça ne me pose pas de problème de compter dans mes amis proches des développeurs dont je critique les jeux. Ça m'arrive de le faire. La plupart, bon, il a fallu qu'on se voit pas pendant un certain temps, mais certains le comprennent, certains ne le comprennent pas. Voilà, moi je fais mon métier, il fait son métier, il essaie de faire le meilleur jeu possible, j'essaie de faire la meilleure critique possible. Parfois ça clash, parfois ça se passe bien. Il est de mon ressort, évidemment, et je ne peux pas demander à qui que ce soit qui ne me connaisse pas de me croire uniquement sur parole, il fait ce qu'il veut, mais c'est mon métier. Si je perds cette crédibilité-là, je change de métier. Ouais, Thierry, je vais te laisser parce que je connais pas la formule habituelle pour finir. Tu veux que je fasse la conclusion? La conclusion. Je l'ai fait ici alors. Ouais, voilà, tu l'as fait. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. C'était vraiment très intéressant. On espère que c'était très intéressant. On a évoqué pas mal de sujets. On n'est pas rentré dans le détail sur plein de trucs. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais je pense qu'on a quand même, évoqué pas mal de points de vue, expliqué pas mal de choses. Merci beaucoup d'avoir accepté tous les deux, et toi également, Médoc, à cette émission. C'était important, je pense, en effet, avec le recul, en ayant parlé de ça avec Alex, d'aborder ce sujet sur No Life. Si vous avez d'autres questions, etc., n'hésitez pas à les poster sur les forums. On essaiera au maximum de nos possibilités d'y répondre. Et puis, une nouvelle fois, encore merci à tous et merci de nous avoir suivis. Et on espère qu'on a conservé toute votre confiance.